Depuis le départ, mon but, c'est de faire de la technologie, d'utiliser la technologie pour les vrais gens. Le projet était assez rigolo par rapport au reste, on va dire, et on a fait le premier frigo connecté, la première voiture connectée, plein de trucs connectés, parce que c'était le début d'Internet aussi. Pour remettre dans le temps. Là, on est en 94-95. Et The Assistant, c'était un vieux monsieur un peu sourd à qui on pouvait poser des questions. Évidemment, The Assistant, c'est ce qui, 13 ans plus tard, va devenir Siri. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Aujourd'hui, nous ne sommes pas deux, mais trois. Je suis en compagnie de Luc Julia et Audrey Boixel. Audrey Boixel qui est développeuse .NET chez Kaibi et qui est fan de toi, Luc. Elle a lu ton livre, elle te suit, elle adore les sujets qui tournent autour de l'IA. Et elle m'avait suggéré de te contacter pour une interview CTOs que je te remercie d'avoir accepté. Salut Luc. Bonjour, avec plaisir. Je suis là, je suis très content d'être ici. Super. Et au menu, on va avoir pas mal de sujets. On va revenir notamment sur ton parcours, aux multiples vies, réussites, succès et fierté. Trois grandes parties sur de la recherche, de l'entrepreneuriat et dans des plus grands groupes, mais tu vas nous en parler un peu plus tard. Et puis au menu, je pense qu'on fera un petit focus sur l'IA, sur l'IoT. On essaiera d'ouvrir le capot technique de ces sujets-là. On fera un petit focus sur le management également. Et si on a un peu de temps, on parlera de la R&D en France et du monde de demain ou après-demain. Avec plaisir, allons-y. C'est parti. Ça fait pas mal de choses. Mais peut-être justement, pour démarrer, revenir sur ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter les étapes fondatrices de ton parcours et tes plus grandes fiertés, sur les trois grosses phases professionnelles que tu as eues, à la fois la recherche, la start-up et plus récemment les plus grosses entreprises. Ouais, alors j'aime bien diviser mon parcours, on va dire, en trois grosses phases, effectivement, mais il faut commencer par le début. Et le début, c'est il y a très très longtemps à Toulouse, là où je suis né. Et j'ai commencé ma carrière de chercheur ou de trouveur plutôt quand j'avais 9 ans. À 5 ans déjà, je disais que je voulais être chercheur au CNRS, donc ça c'était assez bizarre déjà. Mais à 9 ans, ma première réalisation, c'est un robot pour faire mon lit. Oui. Alors je suis excessivement fier de cette chose-là. Ça a jamais bien marché, donc je suis pas fier du robot lui-même parce que le robot lui-même n'était pas terrible, mais j'ai mis certainement des dizaines, des centaines d'heures à le faire, donc beaucoup plus que ce que j'aurais mis à faire le lit lui-même, 1000 fois. Mais ça prouve que je faisais. Depuis le départ, mon but, c'est de faire de la technologie, d'utiliser la technologie pour les vrais gens. J'étais un vrai gens à l'époque, et donc je voulais faire quelque chose pour moi, en l'occurrence, pour que je fasse mon lit, pour que ce robot fasse mon lit. Et puis le lit, c'est pas comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez tous des couettes, là c'est fastoche, vous mettez, c'est facile. Non, à l'époque, le lit, c'était le drap au carré, la couverture, machin, il fallait border les trucs et tout. C'était autre chose. Il ressemblait à quoi ce robot ? Il ressemblait à rien. Il faut bien dire les choses. Alors j'avais pris un vieux moteur d'aspirateur qu'il a fallu découpler évidemment. Donc c'était ça en fait le challenge. Quand on a 9 ans, on comprend rien à la physique quand même. Il faut être clair. Et puis surtout encore moins à la mécanique peut-être. Et donc il avait un bras articulé qui permettait effectivement de border, parce que le moteur d'aspirateur était lui-même aussi mis sur une sorte de plateforme qui tournait autour du lit, parce qu'il fallait donc border les draps petit à petit. Donc c'était un truc qui faisait qui était un bras articulé qui bordait globalement le truc à l'intérieur. Il fallait poser le drap sur le lit. Et puis voilà, il avait un joli gant blanc avec de la mousse dedans pour pas trop déchirer les draps, mais il en a quand même déchiré quelques-uns.
Voilà, donc bon, c'était mes premières, ce que je faisais de l'électricité à l'époque, d'accord. Bon, voilà, ça a commencé comme ça. Après, j'ai découvert relativement rapidement l'électronique, et puis ça a découlé automatiquement vers l'informatique, parce que c'était le début de l'informatique je reviens sur ce robot à 9 ans. C'est tout seul. Ah ouais, complètement tout seul. Ouais, l'histoire fait que j'étais un peu tout seul. Donc oui, c'est complètement tout seul. C'était une volonté de jouer avec ces trucs-là parce que ça me fascinait, quoi. Donc c'était tes Lego à toi. Ouais, donc c'était. Mais bref, donc informatique est arrivé rapidement. J'ai eu l'opportunité d'avoir des ordinateurs assez jeunes et pas les désosser forcément, mais quand même comprendre comment ça marchait dedans. Et donc faire beaucoup d'assembleurs, ce qui s'appelait l'assembleur à l'époque. Donc on sait pas du langage, c'est le langage machine. Hein. Donc ça, j'ai fait pas mal. Donc un bidouilleur un peu pirate, un peu bon, enfin tout ce qu'il fallait, quoi. Le Minitel est là aussi. Hein. Je me casse un peu le Minitel aussi. Bref, donc voilà, pas mal d'ordinateurs, cours d'informatique que je donne aux adultes alors que j'ai je sais pas 12-13 ans et voilà, donc j'adore ça, je suis tombé dedans, c'est comme ça, je continue mes études, je fais mes études, j'arrive à ce que je voulais faire à 5 ans, c'est-à-dire que j'arrive dans un labo du CNRS pendant ma thèse, et là c'est la tristesse totale où j'ai l'impression d'avoir échoué parce que c'était pas du tout ce que je pensais. Moi, j'imaginais pendant 20 ans, c'est ton rêve de gosse que tu réalises. Voilà. Exactement. Donc j'arrive dans ce labo, je suis super fier de moi, mais je réalise très très rapidement, au bout de quelques semaines, quelques mois, que c'est pas du tout ce que je pensais. Pour moi, et on va voir dans la suite, tout ce qui est recherche, tout ce qui est trouver des trucs, c'est en équipe. C'est avec des gens. Ouais, c'est pas tout seul. On n'est pas des génies, hein, donc on est obligé de travailler avec des gens. Et là, une des premières choses qu'on me dit quand j'arrive dans ce labo, c'est écoute, tu peux pas collaborer avec l'URA 800, je sais pas combien de Grenoble. L'URA, c'est l'unité de recherche. Oui. Et donc, tu peux pas travailler avec ces gens-là parce que sinon, ils vont avoir plus de sous que nous. Alors, exactement ce qu'il fallait pas me dire. Ouais. Parce que ça, je m'en fous. Les sous, je m'en fous. Donc bon, c'est facile à dire, mais bon, c'est comme ça. Et donc du coup, j'étais déçu. Ça m'est tombé un peu sur la tête comme ça. Bon, et je trouve que j'avais un peu de chance, que j'avais écrit des petits papiers, des trucs et tout ça. Donc il y a des gens qui me connaissaient. Donc quand j'ai commencé à envoyer des petits messages autour de moi en disant je suis malheureux, sortez-moi de là. Il y a quelqu'un qui m'a proposé d'aller au MIT. Alors MIT, bon, c'est quand même pour un informaticien, on va dire que c'était pas un truc. Pas mal. Voilà, c'était pas trop mal. Le problème, c'est que MIT au mois de juin, c'est super chouette. MIT au mois d'octobre pour un Toulousain. C'est un tout petit peu moins chouette, c'est-à-dire qu'il fait frais. Il fait quand même frais à Boston. Et c'est important pour moi l'environnement. J'aime bien aller me promener quand il fait beau. On comprend entre les lignes que tu vas quitter le MIT rapidement, voilà. Mais vraiment à cause du temps, du coup. Ah ouais, vraiment à cause du temps. Ouais. Donc ça c'est clair. Un tournant de carrière non, à cause de la météo. Et il se trouve que les gens qui m'avaient contacté au moment où j'ai choisi le MIT, il y en avait qui m'avaient contacté depuis la Californie. Donc je me suis dit la Californie, il va faire meilleur, et il fait meilleur. D'accord, donc ça c'était il y a presque 30 ans, et depuis je suis resté collé dans la Silicon Valley, donc où je suis arrivé et où j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire, le monde des gens qui coopèrent. Donc exactement le contraire de ce qu'on m'avait fait miroiter au CNRS. Et voilà, donc je suis resté là-bas, j'ai fini mes 10 ans de recherche, parce que j'aime bien faire des décades, donc j'ai fait de la recherche, j'ai créé un labo, ce qui était aussi étonnant pour moi, parce que j'avais donc, je sais pas, 25, 28 ans, un truc comme ça, et j'avais le schéma classique français du CNRS, où on est chercheur 1, chercheur 2, directeur 1, directeur 2, enfin bon, les trucs avec des grades et tout ça. Là, parce que bon, comme j'étais un passionné, je travaillais, je sais pas, 100 heures par semaine, même plus, c'était du grand n'importe quoi. Travail à ce niveau-là. C'est pas du travail. Moi, je m'amusais de toute façon. Donc, donc avec mon camarade que j'ai retrouvé, on est arrivé pratiquement ensemble avec Adam Shire, un Américain qui arrivait de UCLA pratiquement en même temps que moi au SRI, Stanford Research. Donc on est arrivé ensemble, on s'amusait comme des fous, et au bout de 2 ans ou quelque chose comme ça, on nous dit vous êtes quand même des timbrés, est-ce que vous voulez qu'on vous donne un labo? Alors non, on dit un labo. C'est qui vous le donne? C'est le directeur, c'est le CEO, ce qu'on appelait le CEO, le PDG, parce que les labos de recherche, c'est pas des directeurs, c'est des PDG. Et donc le PDG du labo de SRI, c'est une sorte de mini CNRS, dans le sens où c'est un CNRS mais avec tout le monde sur place.
D'accord, donc 3000 chercheurs, enfin un truc un peu hardcore, hein, donc dans plein de domaines, etc. Donc le directeur, le président, enfin le PDG donc de cette institution nous dit au bout de de 2 ans à peu près, un peu moins de 2 ans, nous dit est-ce que vous voulez créer un labo? Alors bon, on savait franchement pas trop ce que ça voulait dire, mais bon, on se doutait qu'on allait pouvoir avoir des moyens et faire ce qu'on veut. Ouais, surtout donc, un labo de quoi, surtout, oui. Voilà, labo de quoi, on savait un tout petit peu parce qu'on était quand même un peu monomodal dans le sujet. Hein. Moi, c'était interface homme-machine, donc tout ce qui était communication homme-machine, et pour Adam, c'était tout ce qui était agent. Et puis on s'était tous les deux en osmose, on était devenus des spécialistes de ce que faisait l'autre, d'accord. Et donc voilà, on nous propose ça. Alors moi évidemment, je propose le nom du labo, hein, parce que je suis monsieur acronyme, hein, donc je propose CHIC. Ça fait très français, Computer Human Interaction Center. Ça veut dire quelque chose en plus, donc ça tombait bien. Et donc voilà, on crée ce machin-là et on nous donne carte blanche en fait pour faire ce qu'on veut. On nous dit vous pouvez aller chercher les gens que vous voulez qui veulent bien travailler avec vous. Et c'est là une des caractéristiques. Donc, on te donne des sous déjà, quoi. Ouais, pour créer le labo. Et puis après, on nous dit, parmi les 3000 chercheurs là que tu as dans SRI, si on a qui veulent venir avec toi, si tu arrives à en motiver, vas-y. Donc évidemment, ça n'a pas été très compliqué parce que les projets étaient quand même assez rigolos ce qu'on faisait nous. Parce que moi, en tant que Français, j'avais pas d'accréditation secret défense parce que le SRI, tous les labos de recherche sont quand même très très orientés défense en général. Voilà, donc c'est quand même ce qui s'appelle DoD, donc c'est le département de la défense qui les finance. Moi, je pouvais pas parce que en tant que Français, je pouvais pas. Donc, mais du coup, nos projets étaient assez rigolos par rapport au reste, on va dire. Et on a fait le premier frigo connecté, la première voiture connectée, plein de trucs connectés parce que c'était le début d'Internet aussi. Hein. Donc là, c'est pour ça que juste pour remettre dans le temps, on est en 94, 95. D'accord, donc c'est vraiment connecté en 94, 95. Voilà, c'était quand même sympa. Donc il y a pas de GPS. On le voit pas encore chez les gens, quoi. Non, le frigo connecté existe toujours pas aujourd'hui, tel que nous on l'avait inventé à l'époque. Hein. Alors les brevets ont expiré depuis, mais le frigo connecté, il allait chercher automatiquement les recettes en fonction de ce qu'il y avait dans le frigo. Donc il fallait qu'il voit ce qu'il y avait dans le frigo, qu'il comprenne ce qu'il y avait dans le frigo. Après ça, il fallait qu'il allait chercher les recettes. Alors il y avait Internet qui commençait. On commençait à avoir des recettes sur Internet. Vraiment, c'était assez costaud en fait. Mais la voiture connectée, c'était encore pire, parce que la voiture connectée évidemment était elle connectée au frigo connecté, c'est normal. D'accord, donc quand le frigo a envoyé un message à la voiture en disant il n'y a plus de lait, la voiture pouvait nous proposer d'aller chercher du lait dans le commerce qui allait bien. Mais surtout, ce qui était intéressant dans cette voiture connectée, il faut se remettre donc avant 2000, il n'y a pas de GPS. Ça n'existe pas le GPS. Donc nous, on a fait le GPS en fait. On a fait un GPS à l'intérieur de cette voiture. Il y avait une carte, il y avait un truc, quelque chose qui n'existait pas. Ouais. D'accord. Et donc on a fait ça. On a fait le premier windshield, le pare-brise avec augmented reality dessus. Augmented reality, c'est nous qui avons fait ça les premiers en 1996. D'accord. Donc c'était quoi l'augmented reality là en l'occurrence? C'était sur le pare-brise. On pouvait, quand le frigo appelait et qu'il disait il n'y a plus de lait, ça dessinait sur le pare-brise des magasins virtuels vers lesquels on pouvait aller. Donc c'était augmented reality parce que c'était la réalité, évidemment, c'était le paysage qu'on avait autour de nous, mais ça mettait en plus ou moins gros le magasin vers lequel on pouvait aller pour aller chercher le litre de lait ou quelque chose comme ça. Et on pouvait interagir avec ces objets. C'est-à-dire qu'avec mon doigt, quand je pointais sur le windshield, sur le pare-brise, ça sélectionnait le magasin vers lequel je voulais aller. Non, mais enfin, il faut voir la vidéo, c'est débile. Il y a la BBC qui était venue faire une vidéo en 1996 de ce machin-là. Enfin, les mecs, ils hallucinaient. Et nous, on hallucinait aussi tous les jours parce qu'on s'amusait tellement avec ça. Du coup, avec ces projets-là, vous alliez chercher un peu de budget directement chez les industriels. Ouais. En l'occurrence, comme j'avais pas de budget de défense, donc là, en l'occurrence, ce projet a été fait avec BMW. BMW, à l'époque, dans la vallée, avait un labo de recherche. Et donc, c'est avec eux, ils nous ont filé une bagnole, ils nous ont filé ce qu'il fallait pour pouvoir faire ce projet. Donc, en l'occurrence, c'était avec eux qu'on a fait ça à l'époque. Donc voilà, donc on a fait plein de petits projets comme ça. On a fait 9 projets entre donc 94 et puis le 9-9-99, le 9 septembre 99, c'est 9 projets. Bon, pourquoi 9 ? Me demandez pas, j'en sais rien, mais ça m'amuse. Donc, et le 9-9-99 à 9h du matin, on a montré tous les projets qu'on avait fait pendant les 4-5 années qui s'étaient écoulées. Et voilà, donc c'était très rigolo. Alors, la gloire est arrivée dans le sens où il y avait plein de gens qui étaient étonnés par ce qu'on pouvait faire à ce moment-là. Si on se replace dans le contexte 99, fin d'année 90. Ah oui, non, c'était incroyable.
Et puis il y avait un truc qui s'appelait The Assistant. Et The Assistant, c'était un vieux monsieur un peu sourd à qui on pouvait poser des questions sur Internet. Enfin, à propos on pouvait lui demander des trucs et il répondait, il allait chercher ses questions, ses réponses sur Internet. Voilà. Alors évidemment, The Assistant, c'est ce qui, 13 ans plus tard, va devenir Siri. D'accord, donc il faut être patient aussi dans ce métier, hein, parce que on crée des machins, comme on a dit tout à l'heure, le windshield connecté, il n'existe toujours pas, le frigo connecté, il n'existe pas vraiment. Là, il n'y en a pas les prémices quand même des frigos connectés. Ouais, mais c'est très très limité. C'est un truc où tu as Internet dessus, tu peux avoir laisser une petite note virtuelle sur ton frigo. Je veux dire, c'est pas rigolo. Il y a quelques frigos où tu peux voir à l'intérieur un tout petit peu ce qui se passe. Il n'y a pas vraiment d'analyse de savoir si tes œufs sont périmés ou des choses comme ça, tu vois. Donc c'est par rapport à ce qu'on avait fait. Encore une fois, c'est des prototypes qu'on a fait, hein, c'est pas industrialisé, donc il faut aussi relativiser tout ça. Mais et puis ça coûterait certainement beaucoup trop cher à faire aujourd'hui, il faut être clair. Mais bref, voilà. Donc on avait fait plein de trucs et donc The Assistant, c'était quand même un truc assez rigolo. Où là, ça montre une chose. On aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard, mais ça montre quand même que on n'a jamais été on a toujours essayé de pas mentir. Ce qui est très très important pour moi dans la science et dans la recherche en général. Il y a beaucoup de gens, je peux donner des noms, hein, qui se poussent du col et qui disent moi j'ai fait ça, je suis le meilleur. Elon Musk par exemple. Et donc pour pas donner de nom. Non, pour pas donner de nom. J'en ai d'autres en France que je citerai tout à l'heure. Et donc ces gens-là, ils sont très forts en marketing et tout ça, et ils ont des qualités très très bonnes. Elon Musk en l'occurrence, il a des très bonnes qualités de pouvoir exciter des gens et puis montrer des choses, être visionnaire, très, très similaire à Steve Jobs, hein, pour ça. Mais c'est pas lui un techos. Steve Jobs n'était pas un techos non plus. D'accord, donc il comprend pas forcément ce qu'il dit. Mais bon, ça c'est un autre problème. Donc nous, on a toujours considéré qu'il fallait faire attention à ce qu'on disait. Alors que maintenant, on va appeler une certaine éthique, d'accord, en disant, quand ça marche pas bien, il faut qu'on dise que ça marche pas bien. Et puis, si toutefois ça marche et qu'on voit des dérives, il faut qu'on dise quelles sont ces potentielles dérives. Donc, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, évidemment. Donc, nous, on fait de l'intelligence artificielle. Ça fait 30 ans que je fais de l'intelligence artificielle. Et dans l'intelligence artificielle, il faut pas hésiter quand même à dire que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais on y reviendra certainement. Donc, bref, je reviens à 1997, 98, quand on fait les premiers. Pourquoi cet assistant justement, c'était un vieux monsieur? Voilà, justement, donc j'y viens, et ça faisait partie de la raison pour laquelle je dis qu'on mentait pas. On mentait pas parce que ça marchait pas bien. D'accord. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on peut discuter, mais ça marche toujours pas bien. Hein, oui, c'est perfectible. Oui. Je veux dire, on peut pas avoir une conversation philosophique avec Siri, Alexa ou Google Home. Je veux dire, non, il faut être quand même très très clair. Donc ça marchait pas bien, et nous on savait que ça marchait pas bien. La reconnaissance de l'époque, hein, c'était maintenant il y a 20 ans, hein, donc ça fait quand même longtemps, il y a 25 ans. Et la reconnaissance de la parole était un truc qui est très compliqué. Hein, d'accord. Faire de la reconnaissance de la parole et après faire du langage naturel, donc comprendre ce que les mots veulent dire, c'est encore plus compliqué. Okay, et donc ça marchait pas bien. On avait à peu près 85% de reconnaissance des mots. D'accord, c'est-à-dire que 15 mots tous les 100 mots, on ne les reconnaissait pas. Alors quand vous avez un bouquin où il vous manque sur une page de 300 mots et il vous manque 45 mots, ça commence à être compliqué de comprendre le sens de la page. Okay, donc il faut se remettre un peu dans ce contexte-là. Et nous, on savait qu'on n'était pas très bon. Aujourd'hui, c'est combien? Aujourd'hui, on arrive à de 95%, donc il te reste quand même. Il te manque des mots, mais il t'en manque moins, donc c'est plus facile. Tu arrives à plus, tu arrives à faire mieux. Donc aujourd'hui, c'est mieux. Mais il y a encore des petits problèmes. Mais on va voir, les problèmes, ils sont plus dans la reconnaissance des mots. Maintenant, ils sont dans la reconnaissance du sens. D'accord, ce qu'on appelle le natural language, donc le langage naturel. C'est ça qui est compliqué. Donc je reviens, mais mon petit assistant, pourquoi on l'a fait vieux? Parce que il était un peu sourd en fait. Donc il manquait des mots, quoi. Donc on voulait pas faire mentir ça. On disait, nous on est aussi bons que les autres. Hein. Franchement, les MIT et autres, ils faisaient des systèmes qui étaient similaires. Ils étaient peut-être 1% mieux que nous ou des choses comme ça. Mais on disait, on n'est pas les meilleurs. Mais comme on n'est pas les meilleurs, on va faire quelque chose de rigolo. et donc c'est là où ça a commencé à un peu prendre. Et donc on a fait ce vieux monsieur. Et les gens, quand ils arrivaient, c'était un kiosque à l'époque. C'était pas encore sur un téléphone. Hein. Donc c'était un kiosque, un ordinateur. On s'avançait vers le machin. Le pépé, il tendait l'oreille. Il essayait de comprendre. Et il parlait avec une voix un peu vieille aussi. Enfin, c'était du TTS très mauvais, du text-to-speech très mauvais. Hein. Donc
Donc enfin c'était tout assez mauvais, mais en même temps ça engageait les gens parce que les gens ils voyaient ce vieux pépé qui essayait de comprendre ce qu'on lui disait et puis donc on parlait plus lentement. Enfin on faisait en sorte que en fait on augmentait la reconnaissance comme ça. Et donc en faisant en sorte de dire la vérité à la fin que le truc marchait pas bien, eh ben on s'est retrouvé avec un système qui nous a fait marrer des gens au départ et qui plus tard, donc maintenant on peut avancer 14 ans dans l'histoire. On arrive en 2010 quand Steve Jobs achète le machin. Steve Jobs dit moi j'ai depuis 2007 maintenant un téléphone, d'accord. Ce téléphone il a un micro, ça make sense de mettre un assistant dans le téléphone. Et nous on n'avait pas forcément pensé à ça. Et puis entre temps il y a eu plein de choses qui sont passées. Siri n'existait plus vraiment, il vivotait. Il y avait 180 000 utilisateurs dans le monde. Je veux dire 180 000 utilisateurs c'est rigolo, mais bon c'est peanuts, d'accord. Et donc Jobs arrive, il dit je vais acheter le truc. Et donc il achète. Du jour au lendemain, il y a. Du coup là maintenant, lui il meurt entre temps. C'était pas tellement rigolo, mais bon c'est comme ça. Mais on sort 10 jours après sa mort. En fait, on sort. C'était il y a exactement 10 ans. C'était il y a 10 ans le 14 octobre. Donc c'était 14 octobre 2011. Donc on sort Siri sur le iPhone 4S. Et là, immédiatement, c'est l'engouement des gens que ça fait marrer. Pourquoi ça fait marrer? Parce que la philosophie, on n'a pas changé. On a toujours implémenté ce que moi j'appelle aujourd'hui la stupidité artificielle. Donc parce que en fait, le truc il est un peu stupide. Et donc quand il comprend pas, il fait une petite blague, il fait une blagounette, il fait un truc un peu ce qu'on fait nous quand on comprend pas. On rit bêtement, on dit une blague. Enfin, on veut pas paraître complètement ridicule, mais on l'est, d'accord. Et donc Siri était un peu ridicule. Et du coup, les gens ça les fait marrer. Ils jouent avec, ils l'interrogent pour faire justement en sorte qu'elle se plante. Et puis, on a 300 millions d'utilisateurs en un an. Donc, ça veut dire beaucoup de choses sur nous, aussi. Ça veut dire que, quelque part, ces technologies, on est là pour essayer de les faire planter, quand même. Et puis, c'était marrant. Donc, c'était parti surtout sur l'idée qu'il fallait pas mentir aux gens. Et c'est surtout aussi aujourd'hui ce qu'on continue à faire, ce que moi je continue à essayer de faire avec l'intelligence artificielle, en expliquant ce que c'est, mais ce que c'est pas aussi, et d'arrêter de raconter n'importe quoi sur l'IA, mais on va certainement y revenir. Donc, pour finir sur les 10 ans de recherche, c'était donc le 9/9/99 à 9h du matin. On a présenté ces 9 projets qu'on avait fait dans les quelques années précédentes, dont donc la voiture pas autonome, pardon, mais la voiture connectée, le frigo connecté, l'assistant, et puis il y en avait 4-5 autres qui étaient tout aussi rigolos, mais qui ont été oubliés depuis. Donc ça c'était les 10 premières années. Alors ça va être long le truc, on va peut-être y passer en fait plus de temps que prévu. Mais donc après il y a 10 ans de start-up. Alors pourquoi? Parce que quand on est dans la Silicon Valley, si tu fais pas de start-up, t'es rien. D'accord. Donc du coup, en 99, je dis tout, j'ai décidé depuis longtemps que je faisais tous les 10 ans quelque chose de différent. Bon, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que je peux. Donc on va dire ça comme ça. Et donc arrivé fin 99, on est en 2000. Tout va péter en 2000. Tout va mal parce qu'il y a le bug de l'an 2000. Il y a la Silicon Valley, ça va plus bien parce que c'est la bulle de l'internet. Enfin bon, tout va très mal. Donc évidemment, je décide de créer une boîte là, et donc je crée un incubateur et on va avec des gens donc qui me suivent de Chic, on va créer donc des boîtes pendant 10 ans. On va créer donc 4-5 boîtes qui sont des startups. Alors c'est modeste, mais le lab était modeste. On était 18 dans le lab de Chic. Là, c'est des compagnies modestes qui vont monter jusqu'à 35 personnes. Donc c'est des petites compagnies, mais on fait des trucs de timbrés. Enfin, on fait des trucs de malades complètement. Donc on s'amuse bien. T'en as monté combien des boîtes? On a monté 4 en 10 ans, et les 4 ont été revendus en fait à des grosses boîtes. Donc ça s'est pas trop mal passé. Tous les deux ans. En fait, c'était en parallèle. On a fait pas mal de trucs en parallèle. Donc dès le départ, le moment où on est sorti de Chic, on avait plein d'idées parce qu'on avait donc il y a des trucs qui se retrouvent beaucoup dans ce qu'on a fait après. Et il y avait une boîte en particulier qui est ma préférée, en fait de tout ce que j'ai fait dans ma vie depuis le départ. Ça s'appelait Orb Networks, mais c'était une boîte c'était pour les geeks. D'accord, mais c'était vraiment pour les geeks. Et on a eu quand même, alors je crois que c'est 13 millions d'utilisateurs sur ce truc-là, donc 13 millions de geeks qui utilisaient ce truc. C'était la première fois en 2002. C'est la première fois qu'on pouvait jouer sur un téléphone. Alors là, on parle pas de iPhone ou d'Android. On est en 2002, donc c'est des Nokia 3620 là, c'est des petits trucs avec des tout petits écrans. On pouvait jouer pour la première fois la télé live.
là-dessus. Enfin, je veux dire, ça n'a jamais été fait avant. Personne n'avait pu faire ça parce que c'est impossible. C'est juste impossible. Mais évidemment, impossible n'est pas français. Donc on l'a fait. Et puis, ça faisait plein de trucs. Ça faisait télécommande automatique de tout ce qu'il y avait chez vous. Enfin, là, on parle d'IoT maintenant. D'accord? Donc, tous les objets sont connectés autour de toi et tous tes objets deviennent des interfaces de ta vie électronique. Et donc, voilà, Orb, c'était... Ce que nous, on vit aujourd'hui, là. Bah, à peine. Oui, enfin, ce que vous vivez, c'est pas ce que moi je vis aujourd'hui. Et moi, ce que je vis aujourd'hui, c'est Orb, d'accord? Et donc, aujourd'hui, j'ai 219 objets connectés dans ma maison. Les 219 objets connectés, je les connecte pas comme vous les connectez aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez un téléphone pour aller allumer une lumière en appuyant sur un bouton du téléphone. C'est complètement con. Je veux dire, moi, mes lumières, elles s'allument automatiquement quand ça make sense. Donc, quand je rentre du travail, je veux que les lumières soient bleues parce que j'aime bien que les lumières soient bleues quand je prends mon apéritif. Les lumières sont bleues. J'ai pas à dire allume la lumière en bleu. Donc, tout ça, c'est des machins qui se font automatiquement. C'est des machins, qui peuvent faire peur un peu, hein. Donc, il faut comprendre comment ça marche, il faut expliquer. Mais voilà. Donc, Orb, c'était ça. C'était un machin. Tu continues d'en rajouter des objets? Mais non. Dès qu'il y a des trucs nouveaux, je veux dire, j'avais pas de tondeuse à gazon connectée jusqu'à il y a encore 2-3 ans. Maintenant, j'ai une tondeuse à gazon connectée parce qu'il y en a sur le marché. Donc voilà. Faire que la pelouse soit tondue quand tu arrives chez toi. Surtout, tu la tonds quand t'es pas chez toi, parce que comme ça, tu vois, c'est ça qui est bien. Bon bref, donc voilà, donc Orb c'était un truc super, et puis on a fait une autre compagnie qui était pour apprendre aux gamins à lire à 6 ans, donc très très tôt, ça s'appelle Sololic Learning. Alors les noms sont à chier, hein, mais c'est toujours pareil, c'est rigolo, c'est parce que ça m'amuse. Nous on faisait pas du marketing, on faisait la technologie. Après ça, quand les compagnies ont racheté les trucs, ils les ont marketés comme ils ont voulu. Mais ça c'est allé dans 75 000 écoles dès la première année, donc pour aider les gamins à apprendre à lire, quoi. Au début, quand on hésite, quand on fait machin, donc le truc écoutait, il y a de la reconnaissance vocale évidemment. Et ça écoutait et ça disait là je peux faire ça ou ça. Il faut dans le dire des comme ça. écoles américaines, c'est ça? Des écoles américaines, ouais. Donc voilà, il y avait un autre machin pour apprendre à parler anglais. Alors moi je parlais anglais comme une vache, un Toulousain de base. Je veux dire, j'ai appris l'anglais comme une vache. Et donc je parlais comme une vache. Et donc j'ai fait un truc pour moi, pour que je m'améliore un peu en anglais. Donc ça s'appelait Speak avec un K majuscule. Et Speak, c'était pareil, toujours basé sur la reconnaissance de la parole, ça écoutait ton accent et ça te corrigeait en fonction de ta capacité à prononcer le truc correctement. Mais l'idée tu l'as essentielle... utilisé ou pas? À titre personnel. Ah bah oui, évidemment. Ouais. Vraiment, pas. Quand je dis je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour moi. Je veux dire, et je l'ai fait d'autant plus pour moi qu'il y avait un truc qui m'avait perturbé dans mon apprentissage de l'anglais, c'est que j'en avais strictement rien à foutre des histoires qu'on me racontait, quoi. On me racontait l'histoire du petit chien qui était Toby, qui était dans le jardin, ou alors Brian qui était dans une kitchen. J'en ai rien à foutre de Brian dans la kitchen, moi. Donc des décennies qu'il est dans la kitchen. Voilà, et il est bloqué dans la kitchen, le gars. Et donc du coup, nous, ce qu'on a fait, on a dit, écoutez les gars, il y a un machin, ça s'appelle Internet. Et vous avez un intérêt particulier, qu'est-ce qui te plaît? T'aimes le foot? Je vais te trouver 25 textes sur le foot, d'accord? Et les 25 textes sur le foot, tu vas être tellement excité que ce soit des textes sur le foot que tu vas vouloir les lire. Et c'est pas Toby et Brian dont on n'a rien à foutre. Ça va être, tu vois, sur Messi et sur le Ronaldo et sur je sais pas quoi, d'accord? Et là, tu vas être excité. Et là, tu vas être excité de lire tout haut tes machins et on va te corriger ton anglais quand tu parles de Messi et de Ronaldo. Et ça, c'était rigolo. Et ça, c'était bien, parce que les gens étaient plus motivés. Et donc, on s'est retrouvés avec plein de gens, des centaines de milliers de personnes qui se sont mis à apprendre l'anglais en s'écoutant eux-mêmes, en écoutant aussi le texte qui était lu par une machine automatique. Hein, tout était automatique. Mais c'était super fort, quoi. Donc, c'était assez rigolo. Donc, Speak, ça a eu un certain succès, surtout au Japon. Alors, on a vendu ça au Japon. Et voilà, donc on a fait ça pendant 10 ans. Donc pendant 10 ans, on s'est amusé avec des technologies. Et donc des startups, la plus grosse Orb, 35 personnes. D'accord, donc c'était petit. Mais Orb a été vendu à Qualcomm, hein, donc c'est pas une petite boîte qui l'a acheté. Voilà. Et puis après ça, au bout de 10 ans de tout ça, j'ai dit maintenant j'ai fait 10 ans de recherche, 10 ans de start-up, allons voir un peu du côté des grosses boîtes. D'accord. Enfin franchement, c'était pas tout à fait ce que j'avais dit au début. Je me suis dit allez, je prends ma retraite. D'accord. Alors la vérité, c'est que ça durait combien de temps ça? 6 semaines. Ouais. 6 semaines, j'en pouvais plus. Alors, là, franchement, j'en pouvais plus. Donc bon, bref. Donc je suis passé à autre chose et je me suis dit les grosses boîtes ça va être quand même rigolo, on va avoir des moyens parce que les startups c'est sympa mais trouver des sous quand même tout le temps c'est quand même fatigant quoi. Donc au bout de 10 ans j'avais un peu marre d'aller chercher des sous tout le temps. Donc du coup
Grosse boîte, je cherche pas longtemps, hein, quelqu'un me propose d'aller chez HP parce que bon, il savait quand ça va être un peu connu dans le truc, hein. Donc y a des gens, un CTO de HP qui me dit est-ce que tu veux connecter nos imprimantes? Parce que toi, tu as connecté plein de trucs déjà. Nous, on va faire des imprimantes connectées. On sait pas exactement ce que ça veut dire. Allons-y, oui. Donc, il me file 250 mecs, là, le premier jour. Bon, déjà, moi, je sais pas comment ça marche, ça, d'accord, parce que j'ai l'habitude de 35 mecs, donc 250. Ah oui, c'est pas du tout la même chose, voilà, oui. Donc, c'est plus gros. Il me donne du pognon et des gens. D'accord, bon, très bien. Et donc le projet, en fait, en 6 mois, on connecte, on crée ce qui s'appelle ePrint, hein, c'est toujours ce qui est fait par HP aujourd'hui, et on crée ePrint, donc des serveurs, des ordinateurs, des imprimantes qui sont connectées, et puis on fait des trucs, on peut depuis un téléphone, parce que maintenant on est en 2010 là, hein, depuis un téléphone, on peut aller envoyer un document qui va s'imprimer automatiquement sur l'imprimante. Incroyable. Pour la petite anecdote, quand j'ai lu ton bouquin, je me suis dit mais tiens c'est quand même rigolo ce que t'as fait chez HP et ce que t'as mis en place chez HP. Moi il y a 5 ans quand je lance Skybeat, j'étais dans un espace de coworking où il y avait une boîte qui était en train de lancer la dématérialisation des impressions et qui voulait vendre son système à la poste. Et j'avais une imprimante HP et je me disais mais en fait ça existe déjà. Ça existe déjà, ouais. ePrint 2010. Donc voilà, donc bon, on fait ça, on vend la première année 80 millions d'imprimantes. Donc déjà, tu vois, là, ce qui est intéressant, et là, ça commence à flatter un peu ton ego, tu vois, tu te dis, quand j'étais dans Orb, on s'est quand même fait chier, on a fait des trucs compliqués et tout ça. J'avais 13 millions d'utilisateurs, d'accord, c'était que des geeks parce que c'était trop compliqué, mais c'était 13 millions. Bon, 13 millions, c'est pas mal, mais bon, c'est 13 millions. Et là, tu te dis, en un an, avec la puissance de feu d'un HP, tu vends 80 millions d'imprimantes, comme ça, juste avec le nom du truc. Bon, voilà, donc ça, c'était moi. Alors, c'est là où j'ai commencé à me dire, on va faire une course. D'accord, je vais faire une course au nombre de gens qu'on va impacter. Parce que, comme j'ai dit depuis le départ, moi, mon but, c'est d'avoir des vrais gens qui utilisent les technologies. Et puis, si c'est mes technologies, ça m'arrange aussi un peu, parce que ça me permet de dire que c'est rigolo, quoi. Bon, bref. Donc, dans 15 ans, on a 220 objets connectés également chez nous. Vous en aurez certainement beaucoup plus, mais ça va, c'est obligé, ça va venir très, très bientôt. Mais bref, donc, HP là. Donc entre-temps, le problème, c'est que Steve Jobs donc rachetait Siri, parce que là, nous, on était un peu partis de tout ça. Hein, et quand Steve le rachète, il demande, enfin Adam était dans le coup aussi, Adam dit, moi je vais faire CTO, toi tu vas faire CEO. Et j'ai dit, ok, donc je vais je vais diriger chez Apple, donc la start-up Siri. D'accord, donc on est caché au départ, enfin comme typiquement Apple, hein, machin. Et puis au bout de quelques temps, on sort Siri. Alors on passe de quinzaine de personnes à 80. Enfin, c'était plus petit que HP parce que c'est caché. Hein. Mais surtout, la façon dont c'est présenté, la façon dont c'est marketé. Là, je vous dis. Comme j'ai dit tout à l'heure, 300 millions d'utilisateurs la première année, c'était du grand n'importe quoi. Alors il faut se remettre aussi dans l'histoire, on est en 2011-2012 maintenant, où il n'y a pas... Apple n'utilise pas AWS, d'accord? Donc on a nos propres serveurs, on fait nos propres serveurs, on fait nos propres data centers, de scratch, j'achète le terrain, je fais construire le bâtiment, on met les serveurs dedans. Enfin bon, c'est débile. Je veux dire, mais c'est ce qu'on faisait à cette époque-là. Donc en 6 mois. T'étais également en charge d'aller faire construire de A à Z. J'avais Siri de A à Z. On était caché complètement. On est en autarcie complète quand on est un groupe caché comme ça. Donc personne ne sait qu'on est là. Sauf évidemment 2-3 chefs. Du coup, toi, sur un poste comme ça, ton temps, c'est ta journée, c'est. Parce que là, tu fais construire des bâtiments, tu vas acheter on va acheter des serveurs, on va machin, on parle à HP, justement, ça tombait bien, donc j'ai acheté des serveurs chez HP. Enfin, non, c'est n'importe quoi, mais c'est super. Le temps que tu consacres au produit et le temps, l'opérationnel, la technique, tout ça, il en reste. Mais non, mais il n'y en a pas, mais c'est pas grave, c'est pas ça le truc. Le truc, c'est que tu es tellement excité, t'en fous du temps. Donc c'est une limite, c'est une contrainte. Il y a une contrainte physique qui fait que tu as 7 jours par semaine, mais bon, tu as 7 jours par semaine, donc on va les utiliser. Donc voilà, on fait tout ça, et on monte le truc, c'est quand même assez rigolo. Sauf que Steve Jobs est mort, donc depuis, donc la vision a un peu disparu, parce que c'était vraiment lui qui poussait le machin, hein, c'est lui qui avait compris qu'on pouvait faire un truc rigolo, c'est lui qui avait compris les limites aussi, et je me retrouve avec un chef
qui s'appelle Scott Forstall, qui est complètement con, hein, donc qui comprend rien surtout à ça. Il était iOS, hein, le gars, il a fait iOS. Bon, il était peut-être très fort en iOS, très bien pour lui, mais il était complètement con humainement et complètement obtus à toute innovation. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas été choisi à son grand dame comme successeur de Steve Jobs. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on va pas raconter ici parce que c'est pas là. Donc voilà. Donc au bout d'un moment, nous, ça nous saoule parce qu'on se rend compte que on sort Siri avec 5 domaines de compétences, hein, qui sont le calendrier, qui sont la possibilité de passer des coups de fil, de faire des textes, de commander un restaurant, enfin de réserver un restaurant. Donc bon, 5 domaines en gros. Et puis je pousse pendant 1 an pour essayer de rajouter en comité avec mon cher Scott, essayer de rajouter des domaines, parce que ce qui est rigolo, c'est de faire en sorte que le petit pépé dont je vous parlais tout à l'heure là, en 1997, surtout, lui il avait 35 domaines, d'accord. Le Siri ce que tu fais oui, le PP, plus tôt. Le PP en 97, il avait 35 domaines de compétences. D'accord, le Siri de 2011, il a 5 domaines de compétences. Donc on savait qu'on pouvait faire plus. Bon, encore une fois, là on industrialise, donc c'est plus compliqué, mais bon, on savait qu'il fallait pousser pour pas ennuyer les gens aussi, pour pas que ça rentre dans une certaine routine, il fallait rajouter. Mais bon, l'autre bouffon là, il voulait pas. Donc bon, nous on a dit on s'en va. D'accord. Alors moi, là, je pars dans une autre grosse boîte. Je me dis, quelle est la grosse boîte qui peut faire chier en fait Apple, hein, donc c'est Samsung. Donc c'était un objectif. Ah bah oui. Moi j'ai des objectifs dans la vie. Hein. Je suis assez driven, hein, comme on dit. Donc voilà. Donc je pars chez Samsung. Apple. C'est pas une boîte que t'appréciais plus que ça dès le départ, quoi. Non, moi j'aime pas la fermeture en fait. C'est ça qui me fatigue. Je suis un peu Linux moi plutôt. Hein. Je suis plus Linux que Windows ou Apple. Hein. Collaboration. Donc oui, c'est que c'est le ce que je racontais tout à l'heure sur le fait que c'est à plusieurs qu'on fait des trucs. D'accord. Jobs, c'était un génie du marketing encore une fois. Il avait été visionnaire pour plein de choses. Mais bon, des fois, il s'est planté aussi, d'accord. Mais il voulait tout faire tout seul, il voulait tout contrôler. C'était pas ma philosophie, d'accord. Donc, ma philosophie, c'est donc celle plutôt de Linux, plus ouverte et plus où on fait des trucs. Donc, ouais, j'ai été essentiellement à cause d'Adam, hein, parce que c'était notre bébé Siri, donc on était un peu obligé. Mais bon, quand on s'est rendu compte que ça allait pas là où on voulait que ça aille, ça nous a pas trop dérangé de partir, hein, franchement. Hein. Si Siri, vous seriez resté, il y aurait pas eu ces contraintes. Aujourd'hui, ça. Je pense que ce serait meilleur, parce que, enfin, si on nous avait donné l'opportunité, il y a eu un virage dans la technologie en 2013. Que évidemment Siri n'a pas pris. Ce virage, il se trouve qu'en 2013, c'est aussi quand Alexa est arrivé, d'accord. Alexa a pris cette nouvelle technologie de plein fouet, donc eux, ils l'ont utilisé tout de suite. Google Home, qui existait déjà aussi du temps de Siri, hein, enfin juste après, puisque Siri a quand même défini le domaine. Donc Google Home, ils ont pris le virage, eux. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire, sans conteste, que les 2 meilleurs connaisseurs de la parole, les 2 meilleurs assistants, c'est Alexa et Google Home. C'est quoi ce virage technologique dont tu parles ? C'est du deep learning, c'est faire du deep learning. C'est-à-dire que tout ce qui était basé avant, c'était vraiment, on va dire plutôt du machine learning. Donc c'était machine learning un peu à la PP, hein, d'accord. C'était le truc des années 90, hein, c'est de là d'où ça vient. Et donc dans les années 2007, 2008. Ça a été remis, le deep learning a été remis un peu à la bonne sauce, hein. On peut parler d'IA plus tard, mais donc en 2012-2013, la reconnaissance de la parole a vraiment bénéficié du fait que maintenant on avait des immenses bases de données potentielles et on pouvait utiliser vraiment du deep learning pour, au lieu de faire de la reconnaissance de la parole à la papa, donc en utilisant des modèles de Markov, de machin, des trucs avec des digrammes et des trigrammes qui faisaient qu'on enchaînait des consonnes et des voyelles et des sons et des syllabes et tout ça. Maintenant on reconnaissait des mots entiers et puis on reconnaissait à partir d'exemples de choses qui ont déjà été dites. D'accord, en gros, c'est ça le deep learning, c'est juste des machins qui permettent de retrouver ces patterns dans des exemples immenses, parce que maintenant on a la capacité de calcul, parce que maintenant on a des databases absolument énormes. D'accord, donc ce virage n'a pas été pris du tout par techniquement, si on rentre un peu dans le détail, qu'est-ce qui fait la différence entre le machine learning et le deep learning ? C'est la taille des databases. D'accord, en gros, on peut dire ça. En synthèse. Voilà, en synthèse, c'est beaucoup plus gros. Il y a beaucoup plus de données, beaucoup plus de data. D'accord, on parle du big data. Le machine learning, c'est data aussi tout à l'heure. Alors le big data, c'est le machine learning. Le très big data, c'est le deep learning. D'accord. Donc en gros, c'est ça. Et donc, ça implique beaucoup plus de capacité de calcul. Ça implique aussi des algorithmes un peu plus performants, etc.
Donc voilà, en gros c'est ça. Donc Alexa, enfin Amazon n'a pas eu à prendre le virage parce qu'eux ils sont arrivés à ce moment-là, donc ils ont pris la dernière technologie tout de suite, d'accord. Et puis il y avait Microsoft encore à l'époque, et puis Google qui ont pris le virage, d'accord. Depuis, Cyril a pris le virage, hein, mais ils l'ont pris en 2016-2017, donc beaucoup plus tard. Ouais, ils avaient un temps de retard. C'est pour ça qu'ils sont pas, c'est pas bon en ce moment. Bon, c'est toujours un peu rigolo, mais c'est pas bon. Donc voilà, donc ça c'était après Samsung, mais Samsung, quand j'ai dit je vais aller à Samsung, j'ai dit je vais pas faire du speech, machin comme ça, parce que Samsung avait aussi un reconnaisseur qui fait rire. Alors vous avez peut-être pas des Samsung, mais ça s'appelle Bixby, le reconnaisseur sur Samsung. Et là, dès le départ, j'ai dit moi je touche pas à ce truc. Hein. C'est pas la peine, c'est une grosse merde, donc j'y touche pas. Bon, excusez-moi Samsung. Donc du coup. Sans filtre. Non, mais bon, il faut dire la vérité. De toute façon, j'étais très clair. J'ai dit ce truc-là, ou on change tout. Et donc là, je veux bien essayer de faire quelque chose. Ou alors, vous voulez garder vos 1500 Indiens qui travaillent dessus. Et là, moi, je peux pas y toucher. Donc, ils voulaient garder les 1500 Indiens qui travaillaient dessus, donc j'y ai pas touché. Et du coup, j'ai dit, je vais faire autre chose. Je vous propose de connecter, de faire des objets connectés. Donc, de revenir j'ai deux amours, vous avez compris. Hein, c'est les interfaces homme-machine et l'IoT. Hein. Donc, les objets connectés. Et donc, j'ai dit, là, je vais... pourquoi, en fait, j'ai choisi Samsung. Bon, c'est vrai que c'était rigolo que ça soit un peu le concurrent d'Apple, mais la vérité, mon analyse, c'était que c'est l'endroit, la boîte qui vendait le plus d'objets tout court. 1 milliard d'objets vendus par an. 1 milliard d'objets. Ils n'étaient pas connectés. Ils ne sont pas connectés. Alors, il y a des téléphones, oui, ils sont connectés, mais pas avec le reste. Les télés n'étaient pas connectées. Là, on est en 2012-2013, d'accord ? Donc, c'était une aberration pour moi. J'ai dit, je vous fais une plateforme de connectivité de tous vos objets. Oui, parce que là, il y avait un vrai terrain d'opportunité, du coup. Non, il y avait, t'as les aspirateurs, t'as les machins, t'as plein de trucs, c'est rigolo, quoi. Et donc, je leur dis, je vais vous connecter tous vos objets. Et donc, mon objectif, c'est de connecter 1 milliard d'objets en un an. Bon, alors j'avais un peu anticipé. C'est ambitieux. Un peu ambitieux, donc c'était un peu trop ambitieux. On a mis 3 ans, d'accord ? Mais en 2016, on a sorti donc une plateforme qui connectait tous les objets de Samsung, et Samsung a décidé de le prendre. Et puis bon, entre-temps, on avait racheté des morceaux aussi, un truc qui s'appelle SmartThings, qui a fait partie de l'écosystème et tout ça. Donc on a mélangé tout ça. J'avais un petit groupe d'une 60aine de personnes, et on a fait ça, et c'était super rigolo, c'était super sympa. Voilà. Donc c'était un peu compliqué. Hein. J'ai été obligé de déménager à Séoul parce que je suis un peu têtu comme garçon aussi, donc les gens y croyaient pas vraiment. Donc j'étais habité à Séoul pendant 6 mois. Je frappais à la porte de Monsieur Samsung tous les jours pour lui dire qu'il fallait qu'il prenne notre truc. Je suis committed quand même. Enfin, je veux dire, je mets skin déterminé, oui. Déterminé, exactement. Donc voilà. Donc ça s'est bien passé. Ils l'ont pris. Et puis après, j'ai essayé de partir de Samsung. D'accord. Alors ça, c'est une plateforme d'objets connectés, du coup. Techniquement, c'est compliqué dans le sens où tu as plein de façons de connecter les choses. Hein. Donc, ces choses-là, elles ont, il y a du Bluetooth, il y a du Zigbee, il y a du Z-Wave, il y a du Wi-Fi, il y a des trucs, vraiment, il y a tout et n'importe quoi. Après ça, les objets eux-mêmes, ils sont un peu stupides. Ils font des trucs, ils utilisent ou pas des trucs qui viennent de l'extérieur. Donc, c'est super, super compliqué. Mais ce que j'ai toujours dit et toujours expliqué à tous les gens à qui je parle, c'est qu'il n'y a pas de standard. Les standards n'existent pas, donc il faut surtout pas essayer de faire un standard. Parce que si on fait un standard, on est sûr d'une chose, c'est qu'il y a un autre qui fera autre chose. Ouais. D'accord ? Donc c'est les batailles entre les Apple et les Android et etc. Donc essayons pas de faire un standard, juste faisons une plateforme ouverte. Alors, là, on revient dans ma philosophie d'ouverture. Donc faisons une plateforme ouverte où on peut donner la possibilité de connecter tout et n'importe quoi. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'avais dit dès le départ, on va pas connecter que les objets Samsung. On va connecter tout et n'importe quoi. Donc les gens qui veulent venir dans cette plateforme, ils peuvent très bien venir aussi. Alors, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé à la fin, hein, parce que Samsung, évidemment, quand j'allais frapper à la porte, au bon moment, ils en ont eu marre, ils ont dit oui, mais ils n'ont pas pris tout le truc exactement, qui philosophiquement matchait exactement ce que j'avais envie de faire. Qu'est-ce qui me manque, par exemple, par rapport à ce que toi tu... Il manque beaucoup de trucs qui sont pas Samsung. D'accord ? Donc en gros, ça connecte les objets Samsung. Ah ouais, toi t'aurais voulu connecter... Moi, je vais connecter les Hue, les Philips Hue, je veux tout connecter. Je veux dire, quitte à faire une plateforme, c'est ce qui se passe dans la maison. Hein. Aujourd'hui, ma maison, elle marche ni sur Samsung, ni sur les plateformes qui sont les plateformes de connectivité, comme ce qu'il y a aussi pour Apple. Donc ma plateforme, c'est la mienne. Elle est connectée à mon cloud. J'ai mon cloud dans la maison, d'ailleurs, qui est un cloud privé. D'accord ? Parce que mon cloud, il parle pas au cloud. Mon cloud, il parle à ma maison. Et il parle à moi. Bon, bref. Donc, ouais,
le truc, c'est que je voulais tout connecter. Je voulais vraiment tout connecter. Il n'y a aucune raison de ne pas connecter les autres objets. Il n'y a aucune raison de ne pas profiter de ce que nous, on ne fait pas. Samsung fera jamais, d'ouvre-boîte électrique. Ça existera, ça, non, ça n'existera pas. Une marketplace de la connectivité? Non, ça n'existera jamais. Alors aujourd'hui, on parle de Matter. Vous avez peut-être entendu parler de Matter. Matter, c'est le nouveau standard que Google, Facebook, Apple poussent. Alors là, je vais vous dire un secret. En fait, ils poussent tout ça depuis des années. D'accord. Et Matter, on dit maintenant, ça a pris un peu de retard à cause de la pandémie, etc. Bon, la vérité, c'est que ça fera exactement comme tous les standards. Alors, un autre secret, on va regarder ce qui s'est passé avec DLNA, par exemple. DLNA, c'était un standard dans les années 90, 2000, qui était un standard de médias. Ça permettait de jouer des médias n'importe où sur n'importe quel appareil. Et donc les Sony, Microsoft, machin de l'époque avaient dit ouais, on est tous DLNA compatible, on va faire ce grand consortium. Alors bordel le consortium, il y a des gens partout, enfin c'est très compliqué, c'est les comités de standardisation, compliqué. Mais bon, très bien, ils sortent DLNA. Yeah, super, donc tout le monde est DLNA compatible. Bon. Alors on regarde en 2005-2006, on se rend compte quand même qu'il y a 7 DLNA différents. Donc, on a un peu perdu l'histoire du standard, là. Et les 7 DLNA différents, pourquoi? Parce que Microsoft a dit à un moment, moi je suis DLNA compatible, mais je vais rajouter ce petit truc là parce que je pense que c'est vachement bien. D'accord? Et je pense que je suis meilleur là-dessus. Pouf, allez, je rajoute ça. Puis Sony qui veut dire, oui, mais moi, tiens, je vais rajouter ce petit truc là. Voilà. Donc à la fin, on se retrouve avec 7 DLNA. Donc, la vérité, c'est ça, les standards n'existent pas. Ce n'est pas possible, ce n'est juste pas possible parce que personne n'arrive à se mettre d'accord et puis tout le monde veut tirer la couverture à lui. Oui. Évidemment, alors, moi je suis meilleur que toi. Voilà, c'est la définition et c'est normal, c'est comme ça, c'est humain, je dirais. Donc, et on me dit ouais, mais c'est pas vrai, regarde, t'as un standard qui existe, le standard des prises de courant, ça marche vachement bien. Je dis oui les gars, ça marche vachement bien. En Europe, on a les mêmes. Tu passes le channel, là, la manche, tu te retrouves avec un machin, ça rentre plus dans les trous, le machin. D'accord? Et puis tu vas aux États-Unis, non seulement ça rentre pas dans les trous, mais en plus, ils ont 110 volts alors que nous, on a 240. Donc, voilà. Bon. Bref. C'est une utopie. On peut-être un jour, enfin, c'est faisable parce que moi je le fais, mais 219 objets, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Alors, il y a quelques Samsung, il y a quelques. Ça sera peut-être ta 4e vie, ça. Alors, on verra, peut-être que ça sera ça. Mais si vous m'entendez dire un jour je vais faire un standard, il faut me shooter tout de suite, parce que ça sera un gros mensonge. Mais voilà, donc Samsung en fait ça. Je réussis, je frappe à la porte, très bien. 6 mois en Corée, c'était dur, il faisait froid en Corée, c'était en hiver en plus, j'ai pas trop aimé, donc j'étais un peu énervé. Encore la météo qui a joué. Encore la météo qui m'a énervé là, dans ce truc-là, et donc j'ai dit je m'en vais. Alors ça c'est pas dans ma bio officielle, parce que j'ai dit je m'en vais, pourquoi? Pour écrire le bouquin. Voilà, donc je vais en profiter, j'ai envie, parce que j'entendais maintenant les gens parler d'intelligence artificielle, alors on est maintenant dans les années 2016-2017, et j'en peux plus d'entendre les gens parler d'intelligence artificielle en permanence, qui racontent n'importe quoi. Alors là, je vais citer mon ami Laurent Alexandre, qui est quand même, une aberration intellectuelle. D'accord? Je veux dire, le gars, il n'y connaît strictement rien. D'accord? Et il fait des cours et il dit ce que c'est que l'intelligence artificielle. Il dit surtout ce que c'est pas. D'accord? Donc il dit n'importe quoi. Alors moi, quand je vois ça, j'ai dit je vais écrire un bouquin, je le fais depuis 30 ans, j'ai un tout petit peu de légitimité, je pense, donc je vais expliquer ce que c'est et ce que c'est pas. Ouais, ça a été aussi un peu fantasmé aussi par rapport à tout ce qui est pop culture aussi. Évidemment, c'est du cinéma, c'est ce que j'appelle l'intelligence artificielle de Hollywood. OK? Donc l'intelligence artificielle de Hollywood, c'est quoi? C'est Terminator, c'est Her, c'est le movie, c'est notre faute, Her, c'est la faute de Siri. Mais bon, là ça n'a rien à voir, c'est de la science-fiction. Bon, si on veut parler de science-fiction, très bien. Moi, j'y connais rien en science-fiction. Donc, parlez-en, mais m'appelez pas ça l'intelligence artificielle. Donc, j'ai écrit ce bouquin, l'intelligence artificielle n'existe pas. C'est cette intelligence artificielle générique, générale, qui n'existe pas. Évidemment, il y en a plein d'autres. Il y en a plein des intelligences artificielles. Et donc, ce que j'aime bien décrire maintenant, ce que j'aime bien expliquer, chaque fois que j'explique ce que c'est que l'intelligence artificielle et ce que c'est pas, j'ai dit l'intelligence artificielle, si vous voulez l'appeler une comme ça, c'est une boîte à outils. D'accord? C'est une boîte à outils dans laquelle il y a plein d'outils. Alors, plein d'outils. Vous avez le tournevis, le marteau, la pince et tout. Et chacune de ces intelligences artificielles est spécialisée, super spécialisée à quelque chose. Et par définition, elle fait quelque chose de mieux que vous. Parce qu'un outil fait quelque chose de mieux que nous. Le marteau, j'adore le marteau. Le marteau, il plante le clou beaucoup mieux que moi. D'accord? Ça fait moins mal à la main que d'utiliser mon poing. Okay? Mais il fait que ça, ouais. Mais il fait que ça, exactement. Et donc, il est super spécialisé à planter des clous. D'accord? Alors, je peux utiliser le marteau pour planter des clous. Je peux l'utiliser aussi pour taper sur la tête du voisin. Alors, c'est pas fait pour ça. Et la société va me dire, c'est pas bien.
D'accord ? Donc c'est là que la régulation aussi est importante. C'est là aussi que l'éthique est importante. Je vois que ça saigne, je dis peut-être que c'est pas bien ce que j'ai fait, d'accord ? Et donc c'est là qu'il faut expliquer. D'où le truc ultime qui est hyper important dans toutes ces histoires d'intelligence artificielle, c'est l'éducation. Il faut s'éduquer, il faut comprendre. Et collectivement décider comment on peut les utiliser ou pas, d'accord ? Et donc ces outils, petit à petit, on apprend à comment s'en servir, comment ils peuvent être utilisés correctement et pas correctement. Et donc, il y a une certaine éthique personnelle, éthique d'entreprise, éthique de la société, qu'on va appeler une réglementation, qu'on va appeler une loi, d'accord, qui se font petit à petit et qui font que on commence à comprendre comment ça marche. Et on arrête de raconter n'importe quoi, comme Laurent Alexandre, sur le fait que l'intelligence artificielle va nous tuer. Non, le marteau, c'est moi qui tiens le manche, d'accord ? Et le manche, comme c'est moi qui le tiens, c'est moi qui décide. Donc, on peut utiliser les intelligences artificielles pour faire du mal, pour tuer les gens, on peut le faire, mais c'est nous qui décidons, c'est pas elle qui décide toute seule. D'accord ? Donc ça, c'est le genre de truc qu'il faut bien comprendre et qu'on n'a encore pas complètement compris. Et il faut du coup, ça peut peut-être être le moment de prendre un petit quart d'heure pour rentrer un petit quart d'heure technique, pour rentrer dans le capot de l'IA. De l'IA, ouais. Techniquement, ça fonctionne comment ? Moi, par exemple, je suis développeuse. Comment ça se code ? Comment ça se... Alors pour faire simple, on va commencer par faire un peu d'histoire. D'accord ? Donc il faut comprendre que l'IA, ça date pas d'aujourd'hui déjà pour commencer. Ça date pas de 2007, comme il y a beaucoup de gens qui pensent. Ça fait 10 ans qu'on fait de l'IA. Non, ça fait pas 10 ans qu'on fait de l'IA. L'IA date de 1956. 1956, c'est quand on a commencé la première fois à parler d'IA. Et c'était quoi ? C'était des gens très intelligents à l'université de Dartmouth aux États-Unis qui avaient dit on a réussi à modéliser mathématiquement, statistiquement, un neurone. Donc on a un neurone, on a un réseau de neurones, on a un réseau de neurones, on a un cerveau, on a de l'intelligence. Bon, c'était complètement con comme raisonnement, mais c'était le raisonnement qu'on avait à l'époque en disant je vais appeler ça intelligence artificielle parce que j'ai réussi à modéliser un neurone. En 1956, on savait même pas ce que c'était vraiment un neurone. Et aujourd'hui, si vous demandez aux gens qui s'occupent du cerveau, ils vont vous dire que on connaît entre 20 et 40% du cerveau, donc on a encore un peu de mal à définir ce que c'est. Mais bon, à l'époque, on avait dit ça y est, les mecs, on a pu modéliser. Vous savez qu'on est enthousiaste, on est content, on a modélisé le cerveau, on a modélisé l'intelligence, on a créé l'intelligence artificielle. Bon, grosse bêtise, d'autant plus grosse bêtise qu'en plus ils sont attaqués à un truc qui est certainement le plus compliqué de ce qu'on peut faire. Ils ont essayé de résoudre le langage naturel. Donc de résoudre ce que les gens pouvaient dire avec un robot. Et alors évidemment, en 1999-97, quand on essayait de faire Siri, ça marchait pas. Vous pouvez imaginer ce que c'était en 1956. D'accord ? Donc ça marchait pas du tout. Et on est rentré d'ailleurs dans le premier hiver de l'IA. L'hiver de l'IA, c'est quoi ? C'est un machin où on nous a menti, on nous a promis un truc, ça marche pas, on arrête de donner des sous, on arrête de financer le machin. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est ce qui nous pend au nez si on continue à mentir. C'est pour ça que moi, je veux pas mentir quand on parle des technologies. Parce que si on ment, à un moment donné, ça se voit. D'accord ? Et si ça se voit, on va nous arrêter de nous donner des sous. Donc, disons ce que c'est vraiment l'IA. D'accord ? Et à ce moment-là, on peut nous financer pour ça. Bon, bref, donc en 1956, l'IA, c'était un truc qui était une fonction mathématique statistique, mais qui a été abandonné relativement rapidement. Très très rapidement après ça, dans les années 70, est arrivé un autre type d'IA, qu'on a appelé aussi IA, qui était cette fois-ci non plus des statistiques, mais de la logique. D'accord ? Donc c'est ce qu'on a appelé les systèmes experts. Et ces systèmes experts ont été pendant très très longtemps populaires, 70, 80, 90, les systèmes experts étaient là. Et c'est quoi un système expert ? C'est de la logique pure, c'est-à-dire que c'était des règles, des bases de règles, si machin à leur truc, et puis on faisait des trucs séquentiels, d'accord ? Et puis ça déroulait des trucs. Alors c'était très compliqué, ça peut être des arbres avec des si et des oui, non, machin. Enfin, vous pouvez imaginer. Donc on va avoir des arbres très très compliqués qui peuvent faire des trucs hyper complexes et qui vont être globalement facile à résoudre. On peut faire des erreurs dans la façon dont on va brancher les arbres, mais ça marchait relativement bien, les systèmes experts. Mais c'est hyper déterministe, parce que c'est de la logique. Donc, avec les systèmes experts, on a réussi quand même, en 1997, à faire un appareil qui était pas trop mal, qui s'appelait Deep Blue par IBM, qui a battu Kasparov aux échecs quand même. Oui. Donc, c'est quand même relativement impressionnant. Deep Blue se fait ratatiner par la machine, Kasparov se fait ratatiner par la machine, Kasparov, il est quand même champion du monde des échecs, quoi. C'est pas mal. Bon, 10 puissance 49 coups aux échecs, c'est beaucoup, mais pas beaucoup. À la fois, on est capable de modéliser ça plus ou moins, donc on est capable de calculer maintenant les puissances de calcul et de la mémoire, assez de mémoire pour pouvoir se rendre compte que on peut calculer d'un point A à un point B, à peu près le point B étant la victoire. Et donc, du coup, en fait, il a aucune chance, Kasparov. Enfin, lui, il a 10, 20 coups d'avance. La machine, en gros, elle a tous les coups d'avance. Donc, c'est assez logique qu'on puisse faire ça parce qu'un jeu, il a des règles. Et là, ce qu'on fait, c'est un truc avec des bases de règles. Donc, c'était assez logique qu'on puisse y arriver. Bon, compliqué quand même, compliqué. Mais bon. Oui.
97, donc. Est-ce que alors du coup, aux échecs, deux IA qui s'affrontent et qui peuvent calculer tous les coups à l'avance, elles font comme au morpion, c'est égalité? Ouais, c'est souvent égalité. Quand tu regardes à la fin, t'as ce qu'on appelle le pat. Hein, ouais. Et donc t'as un pat, quoi, parce que de toute façon, c'est déterministe. C'est pas, enfin bon, des fois tu peux prendre un chemin qui est pas le bon, d'accord, donc parce que t'as des choix à faire à des moments donnés, donc les choix ils sont pas forcément bons, mais en général ça va donner un gros pat à la fin. Et donc voilà, donc jusque dans les années 90, donc milieu des années 90, on est encore dans du système expert, on va dire, d'accord. Et là arrive un truc fabuleux au milieu des années 90, ça s'appelle Internet. Et donc Internet arrive avec quoi? Il arrive avec son lot de data, de big data. Et là on se dit, quand même maintenant on commence à avoir des data, beaucoup de data, et peut-être qu'avec ces data, ces méthodes statistiques qu'on avait abordées dans les années 60, peut-être que ça va redonner quelque chose. Donc les réseaux de neurones redeviennent à la mode, d'accord. Et on fait donc depuis les années 90 maintenant l'IA. Quand on parle d'IA aujourd'hui, en général... Il y a plusieurs algos qui modélisent des réseaux de neurones. Il y en a plein. Oui, il y en a plein. Donc aujourd'hui, quand tu regardes, tu vas pouvoir avoir sur une étagère des centaines d'algorithmes qui ont été d'ailleurs améliorés petit à petit. Hein. Il y a des trucs, en gros, c'est aussi ces sortes d'arbres statistiques. Hein, la façon dont tu les élagues, la façon dont tu choisis ces chemins, dont tu choisis les statistiques, en fonction aussi de la complexité des datas que tu veux regarder. Donc il y a plein. Ils ont tous la même philosophie ou il y a des approches différentes? C'est à peu près toute la même philosophie, quoi. À la fin, c'est que des statistiques. Donc c'est des choix statistiques que tu fais. Mais ça va dépendre donc de la breadth, de l'étendue des datas que tu vas avoir. Si c'est des datas qui sont vraiment monolithiques dans un truc particulier, tu vas utiliser certains algorithmes. Quand tu vas avoir des datas qui vont être beaucoup plus complexes dans le nombre de paramètres, tu vas utiliser d'autres types d'algorithmes. Donc il y a tous les jours des nouveaux algorithmes aussi qu'on peut inventer, hein, qu'on peut faire. C'est des optimisations, franchement, aujourd'hui, ce qu'on fait. Mais c'est, encore une fois, que des statistiques qu'on fait. Hein. Donc aujourd'hui, quand tu dis je vais faire de l'IA, tu dis je vais surtout choisir mes datas. D'accord, ça commence par ça. Et donc, je choisis mes datas. Alors, je essaie de modéliser quoi? Si tu fais de l'analyse d'images, tu vas dire, je vais modéliser d'images, il me faut beaucoup d'images. Si tu dis, je veux trouver des tumeurs de cancer de sein, d'accord, donc tu vas avoir des radios de cancer de sein et tu vas faire manger à la machine ça, et tu vas surtout les avoir. Alors, tu as deux types de machins. Tu as des machins qui vont être supervisés et des trucs qui vont être pas supervisés. Donc, les trucs supervisés, tu vas à chaque fois dire, ça c'est une tumeur, ça c'est une tumeur, ça c'est une tumeur. Tu donnes bien les coordonnées et tout ça, tu dis comment c'est, et puis le truc va apprendre ce que c'est qu'une tumeur. Puis des fois, tu vas lui dire, tu vas pas superviser, tu vas dire, regarde et cherche, tu trouves des anomalies, des trucs qui sont un peu différents. Et le truc va se classifier tout seul. Il va pas appeler ça une tumeur, mais il va appeler ça une anomalie, un truc, et puis tu vas pouvoir peut-être trouver des choses avec ça. Donc, il y a plusieurs méthodes aussi qu'on peut choisir ici. Disons qu'on va prendre un truc supervisé pour trouver un cancer de sein. Tu vas te voir qu'avec 100 000 images de radio, quoi, tu vas pouvoir avoir un système qui va reconnaître, un outil qui va reconnaître mieux qu'un radiologue. D'accord, ce qui est normal, parce que le radiologue, il n'aura pas vu dans sa vie 100 000 images de radio comme ça. Donc du coup, on va se retrouver avec des systèmes, des outils très très performants, mais le truc, il va pouvoir seulement détecter peut-être la gravité de la tumeur et des choses comme ça. Mais il faut toujours qu'il y ait la supervision de l'humain quelque part, parce qu'une fois qu'il va avoir décidé qu'il faut parler d'une patiente plus que l'autre. Comment ça fonctionne? Alors du coup, tu nourris... il y a un algorithme, tu nourris de data. Et en fonction de... c'était un cancer du sein, c'était un cancer du sein, c'en est pas un. Comment tu fais évoluer ton poids? Parce que l'IA apprend en faisant évoluer les poids statistiques que tu mets... Ouais, ça va classifier. C'est la classification dont on parle ici, d'accord? Donc tu vas avoir... Ça va donner un certain pourcentage de chance que ça soit effectivement un cancer. D'accord? Donc il va te faire des classifications. Mais ce que j'étais en train de dire, c'est que il y a l'humain qui est vachement important, parce que de toute façon le radiologue, on va pas le mettre à la poubelle, parce que lui, on va lui mettre en haut de la pile peut-être ceux où il y a les plus grosses tumeurs, les plus importantes, les plus difficiles à traiter, et donc lui, il va avoir à faire le traitement aussi, et puis c'est beaucoup d'autres facteurs que juste l'image qui va faire en sorte qu'on va choisir le traitement correctement, si pour une raison X ou Y, la patiente est intolérante à ça et ça, etc. Donc en fait, c'est beaucoup plus compliqué que juste l'image là, hein. Donc c'est pour ça qu'on va pas tuer les métiers, on va tuer les tâches, mais on va tuer des métiers. Et ça, on peut y revenir.
Bref, les IA, donc ça peut être de l'IA comme ça peut être le speech dont on parlait tout à l'heure, c'est un truc linéaire. On va parler cette fois-ci, on va reconnaître des sons et puis petit à petit on va voir que c'est pas des sons qu'on reconnaît mais c'est des mots et donc on prend des bases de données de mots qui ont été prononcés déjà par plein de gens et puis ceux qui ont les plus grosses bases de données, c'est eux qui ont les plus de chances de faire des bons reconnaissances de la parole. Donc et de la même façon, quand on fait de la traduction automatique, par exemple, la traduction automatique, c'est rigolo parce que en fait quelque part les mots, les trucs, ils ont été déjà traduits par quelqu'un, d'accord. Donc encore une fois, celui qui a la base de données du truc qui a déjà été traduit, lui, il sait comment on traduit le truc qui a déjà été traduit, parce qu'on va chercher ça dans ses bases statistiques. Voilà. Donc voilà, l'IA, c'est pas compliqué. Hein. Encore une fois, il faut mettre plein de guillemets quand je dis c'est pas compliqué. Il faut avoir les bonnes datas. Le problème des datas, c'est que par définition, c'est historique. Et donc, ça veut dire quoi quand c'est historique? Ça veut dire que les datas vont certainement avoir des biais historiques. Alors pour ça, on peut citer plein d'exemples. Hein. Il y a un exemple assez récent qui moi me fait marrer, c'est l'exemple d'une compagnie de cartes de crédit qui a décidé de faire confiance à une IA pour définir combien on va donner de sous à la personne qui fait la demande de sa carte de crédit. Okay. Donc, l'IA, on lui a fait apprendre des trucs sur une base historique, évidemment. Et curieusement, le système est mis en place et on se rend compte que les femmes ont la moitié de ce qu'ont les hommes à situation égale, à âge égal, à tout égal, salaire égal et tout ça. C'est bizarre. Ah ben non, c'est pas bizarre. Parce que historiquement, c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, historiquement, la base, c'est ce qu'elle est. Hein. On donnait moins aux femmes, historiquement. Et donc, ce qui est plus vrai dans la société d'aujourd'hui, c'était vrai dans la société d'hier, mais l'IA, elle a appris sur les données qu'on lui a données, qui sont historiques. Et donc, l'histoire était biaisée, parce que c'est pas normal. Ouais, donc les données utilisées, c'est pas neutre. Et voilà. Donc, alors là, c'est super important, et c'est super rigolo, et c'est super aussi. Alors, ça commence à nous tordre un peu la tête, là, parce que on se dit, fastoche. Je sais que les femmes ont moins de chances d'avoir le truc, donc ce que je vais faire, je vais débiaiser les datas. Fastoche, ouais, je vais débiaiser les datas, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Donc comment je vais faire pour changer les trucs, pour donner des poids. Donc je vais redonner du poids aux femmes. Ouais, super. Et là, ça veut dire quoi, ce que tu es en train de faire? Ça sera d'introduire ton propre biais. D'accord? Et donc quand tu commences à introduire ton propre biais dans les datas qui sont déjà biaisées, il faut avoir une super bonne éthique, d'accord? Parce que pourquoi tu as raison, toi? D'accord? Et bon, voilà. Alors, il y a l'éthique, toi, personnelle, la tienne. Après, il y a l'éthique de ton entreprise. Tu peux avoir ton boss qui te dit, mais attends, tu es gentil, mais là, on va quand même pas trop leur donner aux nanas, hein. On va quand même se calmer un peu. Donc, ton poids, là, tu le réduis un peu. Donc, voilà. Donc, la boîte qui a son éthique à dire. Donc, à un moment donné, moi, je suis persuadé, et donc, on verra ça. Une fois qu'on est éduqué, parce que ça, il faut le comprendre, ce que je suis en train de vous dire ici, peut-être que pour certains, c'est évident, mais certains, ils le découvrent juste maintenant. Et donc, on se dit, mais les gars, on est en train de s'éduquer, on est en train de comprendre comment ça marche. Donc, il faut une loi. Il faut que tous on soit d'accord. Alors, évidemment, la loi en Chine, ça va pas être la même loi qu'ici. Parce qu'en Chine, il y en a un qui décide, hein, c'est tout. Ici, on veut peut-être un peu plus décider. Donc, du coup, c'est vachement important de comprendre les datas et de comprendre comment elles sont utilisées et de comprendre pourquoi elles sont utilisées. Donc, ça, c'est une des parties très, très, très intéressantes de l'IA, le biais dans les datas. Et donc, comprendre comment ça marche. Et de la même façon, il y a le biais dans les algorithmes. D'accord? Parce que là, on va plus tellement parler de biais, on va parler de bugs. Hein. Et donc, des bugs, il peut y en avoir tout le temps. Donc, il faut comprendre que ces IA, elles sont pas innocentes, dans le sens où il y a des gens qui ont choisi les algorithmes. On peut se planter quand on choisit les algorithmes. D'accord? On dit souvent, l'IA, c'est une boîte noire. C'est pas une boîte noire pour tout le monde. C'est pas une boîte noire pour celui qui la crée. Oui, ça sort pas de nulle part. Oui. C'est moi qui décide de choisir ces datas, c'est moi qui décide de choisir ces algorithmes, donc c'est moi qui décide. Donc c'est pas une boîte noire pour moi. Moi je sais vers où ça va aller, j'ai une idée, parce que statistiquement, c'est les choix que je fais, je sais à peu près où aller, c'est pour ça que je fais ces choix. Donc c'est pas une boîte noire du tout, c'est une boîte noire pour plein de gens, d'accord? Mais il suffit que je leur explique. Et c'est plus une boîte noire pour eux. Donc c'est pour ça, encore une fois, l'éducation est super importante, parce que quand on éduque les gens, on commence à leur faire comprendre que c'est pas neutre de faire ses choix. Oui. Okay. Alors pour ça, je donne un exemple. Tout s'explique. Tout s'explique. Il n'y a pas d'inexplicabilité dans l'IA. Il n'y a vraiment pas d'inexplicabilité. Il y a une explication par celui qui la crée. Tout le temps. Ça veut pas dire qu'il a raison. Encore une fois, il peut faire des bugs, il peut choisir des bugs, et puis il peut choisir les mauvaises datas. Mais il peut l'expliquer. D'accord? Et pour ça, je raconte toujours la même histoire, hein, celle qui est dans le bouquin aussi, c'est l'histoire de mathématicien brillant, Gaston Julia. Oui. Gaston Julia, il découvre en 1914... Un lien de parenté?
Ah bah oui, c'est le grand-oncle. Et donc, le gars, il découvre en 1914 les fractales. Enfin, une équation qui s'appelle les fractales. Alors, pour les non-ingénieurs, les fractales, ça veut rien dire. Là, c'est une boîte noire. Hein. Je veux dire, c'est un truc, bon, on sait pas. Pour les ingénieurs, pour les mathématiciens, surtout, en 1914, un mathématicien qui voit l'équation de la fractale, il est excité comme une puce, parce que il voit le truc, c'est un logarithme, machin, là. Quand il voit ça écrit, il voit immédiatement la propriété même de cette équation. Pour les autres, encore une fois, c'est une boîte noire. Jusqu'en 1955. 1955, Julia est prof à Polytechnique, il a un élève qui s'appelle Benoît Mandelbrot. Benoît Mandelbrot part aux États-Unis, il va chez IBM, un des premiers ordinateurs. Il tape l'équation de Julia dans l'ordinateur, il l'appelle l'équation de Mandelbrot entre-temps. Et donc, là apparaît à l'écran la fractale. Et la fractale, cette fois-ci, c'est plus une équation, c'est un magnifique dessin, c'est une magnifique fougère. C'est une fougère, quand on regarde, à chaque niveau de la fougère, de la petite feuille de la fougère, c'est la même fougère. Et puis c'est la même fougère dedans, et puis c'est la même fougère. Ça s'appelle la récursivité, cette propriété qu'on n'avait pas bien compris quand on n'était pas mathématicien. D'accord ? Et maintenant, en 1955, à partir du moment où on voit le dessin, tout le monde comprend ce que c'est la récursivité. Des fois, il faut le refaire avec la boîte de vache qui rit, mais c'est la même chose. D'accord ? Donc, ces technologies, ces nouvelles choses qu'on invente, qui sont à un moment donné des boîtes noires pour une majorité, et pas une boîte noire transparente pour très peu de personnes, petit à petit, à force d'éduquer, on arrive à faire que tout devient transparent. Mais c'est compliqué. Encore une fois, il faut s'éduquer. Parce que la notion de développement d'intelligence artificielle, ça demande des puissances de calcul qui sont énormes aussi. Alors ça, c'est un autre problème qui, pour moi, est immense aujourd'hui. Alors, je parlais du biais dans les datas. Il y a aussi un autre problème dont on ne se rend pas compte quand on fait de l'IA, c'est qu'effectivement, on utilise beaucoup de données. Pour donner une petite idée, une des premières IA qu'on ait faites, qui soient des IA statistiques dans la nouvelle ère, donc vers les années 2007, grâce au big data, c'était une IA qui était un reconnaisseur de chats. D'accord, ça reconnaissait les chats sur les images. Bon, c'est super, mais il fallait 100 000 images de chats. 100 000 images de chats pour avoir un reconnaisseur qui reconnaisse à 98%. C'est quand même beaucoup d'images de chats, quoi, d'accord? Et donc, le problème de ça, c'est que on se rend pas compte parce que c'est sur des serveurs. C'est là-bas, donc ça tombe pas sur mon petit ordinateur ici. Donc, je colle les images de chats sur le serveur, je colle les algorithmes sur le serveur et je comprends pas que, en fait, ça prend beaucoup d'énergie. Et donc, et ça, c'est une des aberrations aujourd'hui. Et c'est, quand je disais tout à l'heure que c'est trop facile de faire de l'IA, c'est vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il suffit, avec des guillemets, d'avoir les datas, et il suffit de choisir dans la bibliothèque l'algorithme qui va bien, et puis pouf, on balance ça dans un serveur quelque part, et puis loin des yeux, loin du cœur, on se rend pas compte. Mais en fait, ça bouffe une énergie extraordinaire, alors qu'on n'aurait peut-être pas besoin de faire ça. Mais comme c'est trop facile, on le fait. Puis on lance un truc de temps en temps, tiens, je vais lancer ça pour cette nuit, et puis demain je lance un truc. Tu penses qu'on le fait parce que c'est trop facile? Enfin, il y a d'autres moyens de le faire? Je pense, moi, qu'il y a certaines IA aujourd'hui statistiques qui pourraient très bien utiliser des IA logiques, donc les plus vieilles IA, celles dont on parlait des années 60, 70, 80, 90, on pourrait faire des trucs. Mais comme c'est trop facile aujourd'hui, parce que tout le monde fait de l'IA statistique aujourd'hui, tout le monde dit, moi, je fais du machine learning. Ouais, c'est super de faire du machine learning, mais si tu réfléchis un tout petit peu, peut-être que tu peux faire ton truc là avec un système expert. J'ai vu une boîte récemment qui a montré un truc, alors ils étaient super contents, c'est des jeunes super excités et tout. Ils me disent, tiens, regarde, nous on fait un machin là, on a fait un reconnaisseur de je sais même plus quoi, on a fait un reconnaisseur, c'est super, il nous faut seulement 10 000 images ou 20 000 images, machin, et on reconnaît le truc. Je sais pas les gars, c'est super, moi je vous le fais avec un système expert en 12 minutes. Je veux dire, vous vous emmerdez, vous pétez de l'énergie pour rien là, parce que encore une fois, c'est pas anodin. On parlait tout à l'heure des échecs, mais un peu plus tard, il y a le champion du monde de Go qui s'est fait battre trop bon. Oui. D'accord. Le champion du monde de Go, la machine cette fois-ci s'appelle DeepMind. D'accord. C'est une machine qui est faite par Google, en gros. C'est une succursale de Google. Et donc DeepMind, c'est une grosse machine quand même. C'est 1500 CPU, 300 GPUs et puis ce qu'ils appellent les TPUs. Les TPUs, c'est d'autres processeurs uniques qui sont faits par Google, d'accord, qu'ils ont mis dans les pixels là récemment. D'accord, donc je veux dire, c'est 2000 ordinateurs le machin. D'accord, 2000 ordinateurs pour jouer au Go. 440 kilowatts. Oui, c'est énorme. 440 kilowatts pour jouer au Go. Ça fait pas autre chose, Le gars en face, le Coréen qui s'est fait ratatiner par la machine, lui, il a que son cerveau. Notre cerveau, c'est 20 watts. 20 000 fois moins. Okay, et en plus, le petit Coréen, il parle coréen. Donc il parle, il fait de la cuisine, il fait plein de trucs. D'accord, donc il faut comprendre que là, on est en train de rentrer dans des aberrations écologiques. Donc on rentre dans des aberrations de data, comme on disait tout à l'heure avec le biais. On rentre dans des aberrations écologiques aussi, quand on commence à demander à avoir trop de
power, trop de puissance qui sont utilisées pour ces IA. Tu penses que ça va se heurter à une contrainte je pense que l'IA et les usages, ce qu'on va retrouver dans la vie réelle va se... Comme je vous ai dit tout à l'heure sur la réglementation de data, il va falloir réglementer les usages de l'IA aussi, point de vue énergétique, parce que vous avez peut-être entendu parler de la planète. Ça va pas trop bien, hein. On a un petit problème d'énergie en ce moment. On a un petit problème en général. C'est un peu d'actualité tout de suite. Et puis de toute façon, on sait qu'on a aussi des problèmes à relativement court terme de pas avoir assez de ressources tout court. Donc l'énergie est une des ressources qui va peut-être nous manquer. Donc à un moment, il va falloir réglementer. Il va falloir dire cette IA là qui va trouver le cancer du sein, ok, t'as le droit de le faire. Cette IA pour jouer au dernier jeu débile, peut-être que non. D'accord, donc mais ça. Pour décider. On voit aussi émerger par exemple des nouveaux concepts, comme par exemple il y a l'informatique quantique qui commence à arriver. Ah, ça c'est intéressant aussi, oui. Parce que ça c'est autre chose. Alors là, on change de paradigme. Ah oui, voilà, exactement. Donc c'est vachement intéressant. Mais peut-être que une IA par exemple qui utilise Sycamore par exemple, ça peut peut-être aider l'IA. Alors c'est super intéressant. Donc alors là on change de paradigme dans le sens où pour l'instant on parlait d'IA mathématique. Oui. D'accord. Hein. Donc on parlait d'IA mathématique qui était soit de la logique, soit des statistiques. Très bien. Quantum computing, donc là on change complètement, on parle de physique maintenant. Oui. D'accord. Alors on parle de physique. Alors la physique, moi je comprends rien. Je suis mathématicien, je suis pas physicien. Et surtout la physique quantique. Donc la physique quantique, non, là je comprends vraiment que dalle. Mais on sait très bien aujourd'hui qu'on est très 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 loin d'avoir des trucs qui sont des systèmes pratiques. Hein. Donc n'importe quel spécialiste, il y a beaucoup de spécialistes en France justement, on est très fort en physique quantique. On a pas mal de compagnies qui font qui font des ordinateurs quantiques. Donc, mais ils nous disent clairement, c'est prendre un petit peu de temps quand même. Donc le problème c'est qu'il y a certains, alors pas tous, mais il y a certains systèmes qui sont aussi très très gourmands en énergie, hein, parce que certains systèmes ils vous demandent pour avoir une stabilité. Le problème c'est que là maintenant il faut qu'on contrôle la physique, donc c'est un peu compliqué. Donc on parle de l'atome. Il y a certaines opérations qu'on peut faire seulement au zéro absolu, à moins 273 degrés. Moins 273 degrés, ça fait frais, d'accord. Et ça veut dire qu'il va falloir avoir l'énergie pour aller refroidir ces trucs-là. Alors il y a des méthodes. Il y a certaines opérations qu'on peut faire qu'au zéro. Parce que comme là on manipule de l'atome là. Ouais. D'accord, donc pour manipuler l'atome, pour avoir la possibilité alors me demande pas trop la physique, j'y comprends que dalle, hein, mais bon, il y a certains systèmes quantiques qui demandent à être à moins 273 degrés pour qu'on puisse contrôler, pour stabiliser ces atomes, ces machins. D'accord, donc c'est comme ça. Il y en a d'autres qui font autrement. Donc quand je disais récemment à une compagnie française, je disais mais les gars, ça vous pétez complètement les trucs d'énergie là, c'est complètement con, parce que s'il faut que je refroidisse le truc à moins 273, ça va pas le faire, d'accord, donc c'est trop d'énergie. Bon, on dit mais il y a d'autres techniques qui font qu'on n'a pas besoin d'aller au zéro absolu, on arrive à faire ça, mais la stabilité est quand même compliquée. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Mais maintenant, c'est un truc intéressant, parce que je dis toujours, les mathématiques, elles sortent de notre cerveau. C'est nous qui les avons inventées, d'accord ? C'est un peu comme l'informatique, là, le 0 et le 1, c'est nous qui l'avons décidé, d'accord ? La physique, c'est notre cerveau. La biologie, c'est la physique, c'est notre cerveau. Donc là, peut-être qu'il y a une chance que ça ressemble plus qu'on arrive à faire quelque chose qui ressemble plus à notre cerveau. Mais bon, le problème, c'est que, comme je disais tout à l'heure, il y a entre 20 et 40% du cerveau que les gens qui étudient le cerveau comprennent. Donc, ça demandait encore un petit peu de temps aussi. C'est pas mais demain, ceci dit, l'approche physique, l'approche biologique d'une IA peut peut-être se rapprocher d'une IA qui sera, elle, générale. Donc, quand je dénonce l'intelligence artificielle qui n'existe pas, cette intelligence artificielle générale qui n'existe pas, c'est en utilisant les méthodes mathématiques. Les autres, j'en sais rien, et de toute façon, je serai pas là pour le voir. Donc pour toi, c'est pas tout de suite, ça. Hein, non, ça, on est à longtemps. Et du coup, si on parle un peu de small data, alors avec c'est un contournement pour justement. Alors, il faut trouver, comme on disait tout à l'heure, on a un problème. D'accord. De toute façon, on a un problème parce que l'énergie est pas infinie. D'accord, donc il faut qu'on trouve des solutions qui vont faire que on va pas juste utiliser le truc parce qu'on peut l'utiliser. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Mais aussi l'anti-innovation. Hein, l'innovation, ça se fait en contrainte. C'est quand on a des problèmes qu'on invente des trucs. D'accord. Et là ici, comme il n'y a plus de contraintes dans l'IA, parce que c'est trop facile, comme je disais tout à l'heure, donc on fait péter le truc et on réfléchit pas. Donc là, moi je dis, les gars, on est quand même, regardez, ça va pas trop bien se passer si on continue comme ça. Donc essayons de trouver d'autres solutions. Donc, dans les autres solutions, ce qu'on peut proposer, ce qu'on peut comprendre relativement facilement, c'est, si un des problèmes c'est le big data, pourquoi pas utiliser le small data ? Alors, le problème du small data, quand on parle de statistiques,
c'est évidemment un peu moins pertinent quand tu as moins de données que quand on a plus. D'accord? Donc tu as un problème de pertinence, tu as un problème de calcul, de savoir. Alors, est-ce que tu as un truc qui est à 98% correct, et si tu as moins de data, beaucoup moins de data, un dixième des data, ça te fait 97% correct? Est-ce que si tu as un truc comme ça, c'est grave? Peut-être pas. Donc, en fonction des process, en fonction des choses dont on parle, peut-être que des fois, on va pouvoir effectivement diviser les data par 10, mais avoir seulement un point de relevance qui va sauter. Bon, et peut-être que c'est acceptable. Donc il va falloir faire ça au coup par coup, d'accord, pour décider. Mais ça, on n'en sait rien. Il faut jouer avec, parce que le small data, c'est pas quelque chose qu'on a. Small data, c'est pour toi, c'est un rapport entre le volume de data utilisé et la pertinence du résultat. Et 80% des efforts, c'est compliqué. Quand on disait ce qu'on veut vraiment. Voilà, le reconnaisseur de chat qui marchait à 98%. Là, qu'on a fait en 2007, d'accord, ce reconnaisseur de chat qui a besoin de 100 000 images de chat. Est-ce que pour un reconnaisseur de chat, donc j'ai quand même rien à foutre quand même, donc pour un reconnaisseur de chat, si tu me dis que tu prends que 10 000 images de chat pour que ça reconnaisse les chats à 97%, peut-être que c'est OK. D'accord. Encore une fois, ça va dépendre du truc. Okay, donc le small data, ça peut être intéressant pour ça. D'accord. Maintenant, on disait aussi tout à l'heure, il y a des trucs qu'on fait alors qu'on pourrait le faire avec des vieilles techniques. Les vieilles techniques, ce qu'on disait, les systèmes experts. Donc peut-être qu'il y a aussi une autre chose à regarder, c'est les systèmes hybrides qui vont utiliser un peu de système expert et un peu de nouvelle IA, donc de machine learning, deep learning. Donc peut-être que faire en sorte de mélanger un peu les deux, c'est bien, parce qu'aujourd'hui, on est quand même hyper sectaire, d'accord? Ou on fait l'un, ou on fait l'autre. Il y a très très peu de gens qui essayent ça, mais il y en a de plus en plus maintenant qui commencent à regarder, à Stanford par exemple, tout en groupe, qui commencent à regarder ces IA hybrides. Donc ça peut être intéressant aussi, parce que par définition, si tu as une IA hybride, ça veut dire que tu auras beaucoup moins de data à utiliser, d'accord? C'est toujours dans l'optique de moins de data. Après ça, il y a un autre truc qui est aussi rigolo à regarder, qui est aussi un peu driven, qui est aussi un peu porté par le small data. C'est, au lieu de faire un achat centralisé là dans ces data centers qui bouffent beaucoup d'électricité, pourquoi pas le faire, on dit on the edge. Donc de faire pas à la source, mais à la périphérie. C'est-à-dire que tu vas commencer à faire tes IA à l'endroit où tu récupères les data la première fois. Donc l'edge, c'est quelque chose où ça se passe. D'accord, donc tu n'as pas d'aller-retour à faire potentiellement pour aller sur tes serveurs. Tu peux faire quelque chose, mais l'edge, par définition, il y a moins de data. D'accord, donc s'il y a moins de data, c'est moins pertinent. Mais bon, c'est aussi quelque chose à regarder. Peut-être qu'on va faire un modèle générique et puis après on va le balancer à l'edge, et quand ça va arriver, on va juste rester donc à la périphérie pour faire un peu des calculs et pour pas avoir à s'embêter. Donc il y a quelque chose aussi à réfléchir là. Donc en fait, il y a plein de solutions, il y a plein de trucs. On n'a pas le choix, on va pas avoir le choix. Donc il va falloir vraiment qu'on réfléchisse de plus en plus à être intelligent. C'est tout un programme, du coup. On n'a pas fini, oui. Mais c'est ça qui est bien avec l'IA, c'est que de toute façon, celle-là, elle est loin encore d'être... elle va évoluer. On va continuer à inventer des techniques et on va faire en sorte que on fasse des trucs, parce qu'à la fin, ce sont que des outils. On invente de nouveaux outils tout le temps, la perceuse, le machin, et tout ça. Alors, petit à petit, on invente des trucs. On va continuer à inventer des outils dans l'IA en utilisant ces mathématiques dont je parlais. Luc, ça aurait pu presque être un mot de la fin. Il va falloir continuer à réfléchir à être intelligent. Je crois que tu avais une contrainte pas loin de 15h30. Il nous reste donc du coup quelques minutes pour peut-être les 2-3 dernières questions. Et on aurait aimé t'en poser beaucoup plus en fait. Oui, complètement. Quelques questions rituelles de fin de podcast. Est-ce que tu as un proverbe, une devise qui t'accompagne? Ouais. Ah, tu la veux? Ouais. 2, c'est mieux qu'un. 2, c'est mieux qu'un. Est-ce que tu as un chiffre qui t'accompagne? Je pense que vous l'avez déjà. 9. Le 9, ok. Et un nombre? Ah ouais, mais celui-là, il faut lire le bouquin. Ok. Eh bien, on conseillera on conseille le bouquin à tous les auditeurs qu'on mettra en référence. Et je serais pas étonné que ce nombre commence par 17 et se termine par également un 9. Et est-ce que tu as un surnom? Un surnom? Ouais. Je crois pas. Je sais, non. Je crois pas. J'espère pas. Je sais pas. J'en sais rien. Non. Non. Très bien. Et est-ce que allez, avant de poser la dernière question en général que je pose, c'est est-ce que il y a une dernière question, il y a une question que je t'aurais pas posée que t'aimerais que je te pose?
Non, mais je pense qu'on a quand même abordé pas mal de choses. Hein. On a parlé les trucs qui m'intéressent vraiment en ce moment, c'est cette histoire d'éducation. D'accord, je veux vraiment que, à travers de podcasts comme ça, à travers de n'importe quelle intervention, allons demander déjà aux gens qui comprennent quelque chose au lieu de demander à n'importe qui. Donc ça, c'est important. Et puis, éduquons-nous avec les Yann Lequin. Quand on a des scientifiques en France qui sont bons en IA comme on les a, je veux dire, Yann Lequin a eu le prix Turing, quand même, c'est pas n'importe quoi. Hein, c'est le prix Nobel d'informatique, en gros. Hein. Et bon, c'est un de ceux qui a remis à la mode l'IA, ce deep learning, d'accord, dans les années 90. Donc allons parler à ces gens-là, écoutons-les et faisons en sorte de s'éduquer et de comprendre au lieu de soit bannir le machin, soit se précipiter dans ces choses qui sont pas forcément les bonnes solutions. Est-ce que tu me laisseras encore 2 questions ou pas ? Bien sûr, oui. Alors du coup, moi j'ai une question qui, en tant que manager, en tant qu'entrepreneur, manager d'un lab de recherche, manager en tant qu'entrepreneur de start-up, et puis soudainement être propulsé avec dans une grande entreprise et 250 personnes sous soi, c'est pas les mêmes métiers, c'est pas les mêmes contraintes. Quelles difficultés t'as rencontrées ? Est-ce qu'il y a des vraies différences en tant que manager ou responsable ? Est-ce que... Pour moi, ça change rien. Donc, en fait, dans les grosses compagnies, c'est plus compliqué pour moi que dans les petites, parce que, bon, par définition, le groupe est plus grand, mais ce qu'on essaye de créer, ce que j'ai toujours essayé de créer dans toutes les boîtes dans lesquelles je suis passé quand elles étaient un peu grosses, c'est de recréer des startups. Donc, on crée des startups à l'intérieur de ces structures-là. Alors, c'est pas facile à faire comprendre par le management au-dessus de moi, mais c'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Chez Samsung, par exemple, j'avais une centaine de personnes, et cette centaine de personnes marchaient comme une start-up. Et donc du coup, on donne les mêmes incentives, les mêmes joies en quelque sorte ou pas que celles dans les startups. Comme je disais tout à l'heure, les startups, ça opère dans des milieux contraints. D'accord, donc on est contraint par les sous, on est contraint par le nombre de personnes qu'on a, on est contraint par plein de choses, et donc du coup on invente plus. Moi je suis là pour inventer des trucs, je suis là pour faire de l'innovation. L'innovation se fait pas en confort. Et donc même méthode de management, et ça fait peur, ça fait très peur aux HR, aux RH. Donc ça fait très peur aux gens de RH, parce que quand je commence à leur dire je manage par l'inconfort, c'est pas exactement ce qu'ils veulent entendre. Mais en fait, depuis tout le temps, depuis une trentaine d'années où je manage des équipes, elles me suivent. Donc quelque part, ça va pas être trop inconfortable quand même. Voilà, il faut juste. Ça veut dire quoi l'inconfort ? Ça veut dire, je vais pas leur mettre des clous sur les chaises. L'inconfort, ça veut dire que on va regarder avec des yeux différents dans des équipes complètement multidisciplinaires. D'accord ? Et donc avec les yeux, que ce soit même multiculturel, c'est ça qui m'intéresse moi, et avoir des femmes dans les équipes aussi, ça m'intéresse, parce qu'avoir que des équipes de mecs, c'est pas rigolo. Avoir le prisme le regard d'une femme, le regard d'un ergonome, le regard d'un psychologue, le regard de gens différents qui sont pas des gens qui sont comme moi ingénieurs, ça m'intéresse. Parce que on va trouver des trucs, ce prisme va faire en sorte qu'on va regarder les trucs différemment. Et donc, en la regardant différemment, on va peut-être trouver quelque chose de différent. Et c'est ça qui fait l'innovation. Donc, c'est cet inconfort. Donc, c'est pas forcément, encore une fois, les clous à la fakir, mais c'est le fait que je vous mets devant une situation, devant un problème que vous n'avez pas l'habitude d'avoir. D'accord ? Ou je dis à un psychologue, je te mets devant un problème d'informatique. Je dis à un informaticien, je te mets devant un problème de psychologue. D'accord ? Et ça m'amuse. Ça, c'est rigolo. Impeccable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et merci également de ne pas avoir dérogé à la tradition. Pour les auditeurs qui ne nous voient pas, tu as encore et toujours une chemise fleurie que je n'avais pas encore vue sur ces photos. Donc, elle est bien là. Elle est bien là et j'en ai plein. À très bientôt. Merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.